Bonsoir à tous, on va commencer. Bienvenue, c'est une semaine particulièrement riche de rentrée, de vacances de Pâques à Malaquais et on est très heureux de recevoir Samia Heni après avoir reçu Françoise Vergès hier. Je pense qu'il y aura peut-être des points de convergence ou de divergence, mais enfin sur des thématiques certainement communes. C'est notre 4e conférence de notre nouveau cycle d'autres reliefs à Malaquais, organisé avec l'aide de notre enseignante curatrice Océane Rakoussi, à laquelle je vais laisser la parole immédiatement, et je remercie encore beaucoup Samia Heni de nous faire l'honneur de sa présence ce soir. Nous avons aussi du public qui nous regarde à distance sur les réseaux sociaux. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette 3e conférence du cycle, dont j'assure le commissariat grâce au comité curatorial de l'école. Donc après avoir reçu Francesco Sebregondi et Sename Kofi Agbojinou, et puis hier Françoise Vergès dans le cadre du cycle des Beaux-Arts, on est vraiment très heureux de recevoir Samia Heni. Donc je vais juste replacer un peu le cycle dans sa thématique qui concernait d'autres reliefs architecturaux. Quand on parle du relief, ici ce n'est pas vraiment des reliefs géographiques ou des reliefs formels, mais plutôt des reliefs sociaux, constructifs, écologiques et ce soir particulièrement des reliefs historiques et politiques. Depuis le début du cycle, on a entendu parler d'autres manières d'enseigner, d'autres manières de considérer et de faire de l'architecture. Et donc ce cycle a été conçu pour questionner les rôles et les responsabilités des architectes dans ce cadre qui entre vraiment en résonance avec la mobilisation dans les écoles d'architecture en ce moment. Alors avant d'introduire notre invité, je voudrais rappeler qu'on est aux 2/3 de notre programmation pour ce semestre et qu'on recevra Charlotte Malterbart sur son moratoire sur les constructions neuves le 25 mai. Puis le 8 juin, Gilles Delalex et Georgie Stanichev qui nous parleront de la conception du pavillon français à la Biennale de Venise, dont ils sont sûrement en train de terminer l'installation en ce moment. Alors aujourd'hui, notre discutante privilégiée pour la conférence sera Christelle Lecoeur, qui est architecte, docteur en architecture, chercheur, autrice d'une thèse sur l'espace domestique comme enjeu territorial du cinéma israélien, libanais et palestinien depuis 1973. Elle est aussi enseignante du département PASS. Voilà. Alors Christelle initiera la séquence de questions-réponses et puis vous pourrez bien entendu ensuite poser toutes vos questions à notre invité. Je voulais juste préciser que les conférences sont des événements qui sont conçus en commun et donc grâce à Hélène Delatte qui s'occupe de la communication, à Thierry Aveline derrière en régie pour la technique et qui nous fait un petit coucou, et bien sûr aussi à François-Xavier Laurin de la bibliothèque qui conçoit à l'avance la bibliographie de nos invités que vous pourrez retrouver à la bibliothèque. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Samia Heni est née à Alger. Elle est historienne et théoricienne de l'architecture. Elle a obtenu son doctorat d'architecture à l'ETH à Zurich et après avoir étudié à Mendrisio. Et j'ai découvert en préparant cette conférence qu'elle a aussi exercé comme architecte en travaillant chez Aurelio Galfetti, chez Livio Vacchini et chez Luigi Snozzi, puis a fondé son agence, sa propre agence d'architecture à Locarno en Suisse. Samia a choisi une très belle manière de définir sa fonction. Elle se présente comme historienne des environnements bâtis, détruits et imaginés, qui a donné le titre de cette conférence qui va vous permettre et nous permettre de découvrir sa manière originale d'enseigner ces histoires au pluriel à partir desquelles elle travaille. Donc on a la chance de l'accueillir à Paris ce soir. Je crois que ça fait un moment que vous n'étiez
pas venue, d'après ce que j'ai compris, car elle enseigne aux États-Unis à l'école d'Ithaca. Je crois qu'il y a des gens qui essayent de rentrer. À l'école de Cornell, pardon, à Ithaca aux États-Unis. Elle travaille beaucoup sur l'histoire des colonisations. Je crois que la personne est partie. Elle a dû remonter, ouais. Sur l'histoire des colonisations, des guerres, et en particulier sur l'Algérie coloniale, qui a fait l'objet d'un grand nombre de publications. 2 de ses livres sont traduits en français. Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie, aux éditions B42. Et elle est co-autrice d'Habiter l'indépendance. Donc, le sous-titre, c'est Alger, conditions d'une architecture de l'occupation, publié chez la jeune maison d'édition Shed Publishing. En anglais, elle a édité un livre qui s'appelle The Deserts Are Not Empty, les déserts ne sont pas vides, qui n'est pour l'instant pas traduit en français, mais publié chez Columbia Books, et elle travaille à l'écriture d'un livre sur l'armée française au Sahara à partir de la notion de toxicité coloniale. Alors, au-delà de ses activités de commissaire d'exposition, personnellement, j'ai découvert le travail de Samia grâce au magazine de Funambuliste, donc grâce à Léopold, Lambert, qui est présent ce soir. Merci pour ta présence, et qui est une revue à laquelle l'école est abonnée. Vous pourrez la trouver à la bibliothèque, qui traite de la politique de l'espace et des corps. Alors j'ai eu l'occasion de discuter avec, je vais m'asseoir, avec Samia de l'enseignement, et notamment de sa manière de considérer l'histoire dont elle va nous parler, et de l'histoire à partir des guerres, à partir des destructions, plutôt que de l'histoire de la construction, qui nous paraissait singulière dans l'enseignement en général, et particulièrement ici en France. Elle racontait combien l'architecture est une discipline qui permet et empêche, et à la fois comment les architectes ont la responsabilité de transformer des vies en bien et en mal. Que puis-je vous dire, on est vraiment très contente de vous accueillir, et notamment vous disiez dans une interview récente que vous regrettiez que dans les écoles d'architecture, l'architecture continue d'être envisagée comme un art noble et soit déconnectée des contingences de la politique. Donc c'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons invité. Donc vous êtes au bon endroit, soyez la bienvenue, je vous laisse la parole. Merci infiniment pour cette magnifique présentation, et aussi pour cette invitation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. J'ai même 2 micros, alors. Je vous remercie. Comme Océane vient de le dire, je remercie aussi toute l'équipe. C'est, comme Océane l'a dit, c'est un comité, donc je remercie toutes les personnes qui ont organisé cette conférence, et aussi toutes les personnes qu'on ne voit pas aujourd'hui. Vraiment, ça me fait très plaisir d'être là. Comme Océane vient de le dire, ce titre parvient d'une conversation qu'on a eue ensemble. Océane m'a dit que c'est assez original, cette autodéfinition. Donc, on a décidé, on a pensé que ça serait bien de donner le titre à cette conférence, et d'essayer de démanteler, ou d'essayer de comprendre comment ces histoires avec NS on va dire, des environnements imaginés, détruits et construits sont en fait très liés entre eux. Peut-être avant de commencer, j'aimerais saluer toutes les personnes qui se battent quotidiennement pour leurs droits et le droit des autres, contre le racisme, le sexisme, le fascisme, l'autoritarisme, contre toutes sortes de discrimination et de dépossession, contre l'indoctrination et la désinformation, et contre toute forme de colonialisme et de violence. Le travail que je vais vous montrer fait partie d'un projet de recherche qui va être présenté en octobre à Amsterdam, à Frame a Frame. C'est une institution d'art. Donc il va y avoir une exposition
Il s'intitule Performing Colonial Toxicity, performer la toxicité coloniale. Je vais vous dire dans un instant qu'est-ce que j'entends par la toxicité coloniale. Ensuite, il va y avoir une publication d'un livre qui aussi s'intitule Toxicité coloniale, documentée. Je suis en train de traduire dans ma tête, c'est pour ça que je suis un peu lente. Documenter la radioactivité, les matières radioactives françaises dans le Sahara. Et avant de faire tout cela, on va essayer de publier en ligne une série de témoignages de victimes de ces essais, de ces bombes nucléaires en ligne qui vont être traduites. Donc il va y avoir on va dire les documents en originaux, donc en français, et aussi traduits. Mais il faut aussi savoir que toutes les informations, tous les documents, toutes les archives, ou bien tous les archives et toutes les photographies et, on va dire, records. Donc de temps en temps, j'ai des mots en anglais, je vais regarder un de vous pour me souffler. En fait, ils sont classifiés. C'est encore aujourd'hui un secret défense, ou ça fait partie du secret défense, donc ils sont complètement classifiés. Comme cette photographie le définit ou le dit bien, attention, les activités du centre ont été classées secret de la défense nationale. Les indiscrets sont coupables d'atteinte à la sûreté de l'État. Les prises de vue sont interdites. Donc, il est de votre responsabilité de photographier ou pas cette présentation. Mais pour écrire, exposer et parler de ces histoires, j'essaie de mettre en pratique ce que l'anthropologue états-unienne Anne-Laura Stoller a suggéré. Passer de l'archive comme source à l'archive comme sujet. Donc pour essayer de croiser l'histoire de la colonisation avec l'histoire de la radioactivité, j'ai appelé ces événements et leur impact, leur passé, leur présent, leur vie. On dit aussi en anglais afterlives, donc leur au-delà, donc les vies après la vie, parce qu'il n'y a pas eu de mort, hein, c'est une vie continue. Toxicité coloniale, colonial toxicité. Donc dans cette conférence aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer sur cette différence, ce que j'entends par les environnements imaginés, les environnements bâtis, les environnements détruits, en lien avec les premières bombes atomiques nucléaires françaises au Sahara. Donc cette toxicité coloniale doit être lue dans un cadre d'une longue durée ou d'une, on va dire, dans un temps très long de la colonisation. Cette toxicité coloniale nous rappelle que la colonisation a différentes formes d'existence. Elle existe à travers l'invasion physique et l'occupation des terres et des personnes. Elle existe à la fois par des opérations militaires et par des mesures civiles. Elle existe à travers l'assujettissement matériel et psychologique de l'exploitation des ressources humaines et naturelles. Elle existe à travers les transformations environnementales et les interventions écologiques causées par l'humain. Elle existe à travers les menaces technologiques et les stratégies numériques des entreprises et de la surveillance. Elle existe à travers des mécanismes mondiaux d'accumulation par dépossession et de profondes inégalités socio-économiques et aussi de genre. Elle existe à travers l'aliénation et le maintien implicite ou explicite du pouvoir, de la domination et de la guerre. Elle existe par des effacements forcés, traditionnels, religieux et culturels. Elle existe au cœur même des environnements détruits, construits et imaginés. Elle existe aussi à travers la main-d'œuvre de la construction et des extractions des matériaux et des industries.
elle existe aussi par l'imposition d'une langue, d'une littérature et d'un savoir spécifique. J'ai essayé d'interroger ces questionnements dans, comme Océane l'a cité, Architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie, qui a été publié en 2019 en anglais et traduit donc en anglais par le Goethe Verlag à Zurich et traduit par les éditions B42, qui a été publié en 2019. Ce livre, et je dois dire, tout mon travail en général est vraiment inspiré par une loi française qui a été décrétée en février 2005 sous la présidence de Jacques Chirac. Cette loi a été promulguée 43 ans après l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est une loi portant sur, je cite, la reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. L'article 4 obligeait les enseignants à enseigner aux élèves, je cite, le rôle positif du colonialisme français, en particulier en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans les départements français d'Algérie, les départements français du Sahara algérien et les protectorats français du Maroc et de la Tunisie. Cette phrase de l'article, je la lis: les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Cette loi a existé pendant une année, donc de 2005 à 2006, mais le fait d'avoir existé m'a permis et va permettre aussi, va continuer à permettre à moi et à d'autres personnes de continuer à travailler, sur le rôle non positif de la colonisation. Et pour juste essayer de comprendre ce que ce mot, juste un seul mot positif, entail, la conséquence, on va dire, de ce mot, c'est que ce mot-là, avec cet article, les autorités françaises ont dicté le contenu des cours d'histoire. Les élèves sont soumis à un lavage de cerveau. Les étudiants, enfin dans des écoles françaises pas à l'étranger, les étudiants sont obligés à passer sous silence un certain nombre de massacres coloniaux infâmes. Cette loi a contraint les enseignants et les élèves à faire l'éloge du colonialisme, à rejeter la violence du colonialisme, saper, je sais pas si on peut le dire, mais déranger le travail des historiennes et des historiens et leurs débats en cours, aussi offenser toutes celles et ceux qui avaient vécu ou vivent encore sous un régime colonial. Cette loi a aussi négligé l'imputabilité et la responsabilité des autorités coloniales françaises et a célébré les crimes commis par les autorités civiles et militaires françaises. Ce sont que quelques-unes de ces conséquences de ce mot, un seul mot, et de cette loi colonialiste et raciste et nationaliste. Donc après de nombreuses protestations et pétitions, le terme positif a été omis de cette loi une année après sa publication. Entre-temps, le 1er janvier 2020, donc il y a 2 ans, sous l'actuel gouvernement d'Emmanuel Macron, une loi concernant comment on dit, les archives une autre loi a été pas votée mais réactivée. Cette loi a été mise en place 15 ans après la loi du rôle positif du colonialisme. C'est une loi qui a imposé le classement formel de tout document déclassifié et qui avait le tampon confidentiel, secret, top secret, entre 1940 et 1980.
70. C'est-à-dire que les documents liés à la Seconde Guerre mondiale, le régime de Vichy, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie sont aujourd'hui pas accessibles au public. Mais tous ces documents étaient jusqu'au 1er janvier 2020 accessibles au public. Donc cette loi a un effet similaire à la loi de 2005, c'est-à-dire empêcher l'écriture de l'histoire et l'écriture de l'histoire des effets du colonialisme et aussi et surtout aussi des guerres. Malgré des multiples protestations et pétitions qui durent encore aujourd'hui, cette loi de 2020 est toujours en place. C'est-à-dire que ce livre ne peut plus être écrit aujourd'hui et beaucoup d'autres livres aussi, des thèses de doctorat ne peuvent pas être faites. Mais on a décidé, avec aussi l'accord des éditions GT Verlag, de rendre ce livre open access, comment on peut dire, enfin, ce livre est accessible gratuitement à toute personne sur cette planète qui a accès à Internet. Donc c'est un livre en libre accès. J'ai aussi, entre guillemets, organisé une exposition qui s'appelle Archives, Secret Défense, point d'interrogation, où j'ai exposé des photographies que j'avais prises avant cette loi de 2020, que j'avais exposées à Berlin. Donc ce sont des photographies de documents qui étaient ouverts au public avant 2020. Et on peut très bien parler aussi tout à l'heure aussi de qu'est-ce que cela veut dire, hein, le fait de fermer des archives qui sont ouvertes au public. Mais pour vous introduire aux environnements imaginés, bâtis et détruits, et là on sait tous que ces documents-là sont classifiés. Donc on part par, on va dire, on est déjà au courant que ces archives-là sont secrets, donc c'est tout le travail qui est en train de être fait, de comment essayer de parler, d'écrire ces histoires, d'exposer ces environnements bâtis, détruits et imaginés, même si ces archives-là sont classifiées. Donc, peut-être pour commencer avec les environnements imaginés, je vais vous parler des déserts. Donc, ces territoires tellement imaginés, je dirais même tellement mal imaginés. Donc, pour déconstruire cette imagination, j'ai publié un livre collectif qui s'intitule, et l'Océane l'a cité, Deserts are not empty. En français, ça ne sonne pas très bien parce que déserts ne sont pas vides. Je pense que le désert en français, il est déjà utilisé comme vide. Plein de gens disent oui, mais c'est un désert, ça veut dire que c'est vide. Donc c'est une tautologie, je sais pas si on peut dire ça. Mais en anglais, ça peut, enfin, je le sens beaucoup mieux. Donc il a été publié par Columbia Books on Architecture and the City en novembre 2022. Donc c'est un travail collectif. Il rassemble des poèmes en langue originale, des conversations avec des collectifs et des essais d'universitaires et des professionnels dans plusieurs domaines, le domaine de l'architecture, de l'histoire de l'architecture du paysage, des études, on va dire, de genre, des études de cinéma et de la photographie. Ces différentes approches puisent dans un cadre de décolonialité pour déstabiliser et désapprendre le désert, ouvrant des possibilités pour le revoir, le repenser et le réécrire autrement. Ce qui a été aussi très important, c'est le fait d'inclure pas seulement des textes, mais aussi des conversations avec des collectifs, comme vous le voyez. On a aussi pu publier quelques essais, photo-essais.
aussi. Le visuel pour nous était vraiment très important. Dans ma introduction qui s'intitule Against the Regime of Emptiness, contre le régime du vide, et là aussi emptiness, c'est beaucoup plus, c'est différent de vide, hein, c'est je peux pas vous dire le mot vraiment, mais en français, mais emptiness en anglais, c'est aussi dans le sens d'espace. J'ai essayé d'avoir les deux échelles, l'échelle des déserts mondiaux, mais aussi le cas d'étude des bombes nucléaires françaises dans le Sahara. Donc j'ai essayé de vraiment avoir les deux échelles. Et là, vous pouvez bien voir, hein? Oui, ok. Donc l'idée ou pas l'idée vraiment, et ça c'est encore avec cette notion de environnement imaginé. C'est-à-dire que les déserts, là je le lis, parmi les platitudes les plus communes sur le désert, c'est qu'il y a cette idée que les déserts sont vides, les déserts sont absents, il n'y a pas de vie dans les déserts et qu'il n'y a rien dans un désert. Et ça, c'est vraiment une conceptualisation du désert qui a servi à légitimer sa transformation, sa manipulation, sa toxification et sa destruction. Ce livre essaie de formuler le désert d'une façon qui est complètement différente à celle-ci, parce qu'on pense que les subjectivités industrielles et exploitatives elles cherchent constamment à remplir des espaces soi-disant vides. On insiste que ces espaces ne sont absolument pas vides, mais cette légitimation sert à remplir ces déserts à travers l'occupation, à travers l'extraction, à travers la production et la cumulation. Donc ces mécanismes sont très souvent liés aussi à des pratiques de toxification. Et ce livre essaie vraiment de démanteler cette conceptualisation des déserts. Et donc le livre d'introduction parle de cela, et la fin du livre essaie de illustrer avec des images contemporaines de 2007 plus ou moins ce qu'on retrouve, comment on va dire comment cette toxification se manifeste. Donc on a des images de ce genre qui montrent que les déserts sont aussi malheureusement utilisés en tant que endroit pour déposer des déchets, dans ce cas nucléaires. Et tout cela est lié aussi, bien entendu, à la guerre froide, mais aussi à l'ère nucléaire. Donc depuis le début de cette ère nucléaire, les États-Unis, l'URSS et aussi le Royaume-Uni ont mené leur activité d'armement nucléaire dans des aires colonisées. Et donc la France a continué dans cette tradition-là. Donc ces programmes de la guerre froide ont non seulement détruit des vies humaines, animales, végétales et autres, mais ont également contaminé des centaines de milliers de kilomètres carrés d'environnement naturel, vivant et bâti. Donc ces territoires, soi-disant déserts, ont été choisis parce que les administrations coloniales et impériales les considéraient comme, entre guillemets, vides ou privés de vie. Le général Schlauer, qui est le chef du programme nucléaire français en Algérie, avait déclaré dans ses mémoires que le désert était, je cite, une terre de soif et de peur, d'où la vie était réputée absente, et qu'il était caractérisé par, je cite, l'absence totale de vie animale et végétale. Donc cette idée fausse et coloniale courante du désert a dominé à plusieurs reprises la justification et la transformation
des déserts, leur sol, mais aussi leur sous-sol. Et on les a transformés, dans le cas du Sahara, en sites radioactifs. Le programme nucléaire français avait commencé immédiatement après que les États-Unis ont largué leurs bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. En octobre de la même année, le général Charles de Gaulle, alors président du gouvernement provisoire de la République française, avait créé le Commissariat à l'énergie atomique, donc le CEA. Aujourd'hui, on l'appelle le Commissariat aux énergies alternatives et aux énergies atomiques. L'objectif de cette institution française financée par l'État était de mener des recherches atomiques dans les sciences, l'industrie et la défense nationale. Les autorités civiles et militaires françaises avaient commencé la colonisation de l'Algérie en 1830. Je le dis même si je suis en France parce que je sais que l'histoire coloniale n'est pas toujours enseignée et il vaut mieux donner un peu le contexte. En 1848, les 3 territoires civils du nord de l'Algérie, colonisés donc Alger, Constantine et Oran, sont déclarés départements français. Et en 1902, le Sahara devient un territoire français administré par l'armée française et appelé les territoires du Sud. Cette colonisation faisait partie d'un vaste projet impérial qui a dépossédé divers territoires et peuples à travers le monde. Le soi-disant exploration du Sahara et sa colonisation au XIXe siècle ont été essentiels pour relier les possessions africaines de la France et bloquer le Royaume-Uni dans ses efforts pour relier ces territoires colonisés. Par contre, au XXe siècle, le Sahara est devenu synonyme d'extraction de combustibles fossiles et d'explosion de bombes nucléaires. Les autorités coloniales françaises ont construit des villes pétrolières et gazières, un centre de recherche spatiale, un centre d'armes chimiques, des sites d'essais nucléaires et des villes en territoire habité. Pour réaliser ces premières bombes atomiques atmosphériques, l'armée française a construit, on va dire atmosphérique, aérienne et souterraine à Heineken. Elle a construit 2 sites ou 2 villes ou 2 centres dans le Sahara. Donc le centre saharien d'expérimentation militaire Argen pour environ 10 000 personnes et le centre d'essais militaires des oasis à Heineken, à environ 600 km au sud-est de Argen. Il est à environ il a été pensé pour environ 2000 personnes. Donc, de février 1960, environ 5 ans après le déclenchement de la révolution algérienne ou la guerre d'Algérie, et 4 ans après la première explosion de pétrole algérien, jusqu'à février 1966, environ 4 ans après que l'Algérie a obtenu son indépendance, la France avait explosé 17 bombes nucléaires, 4 détonations atmosphériques à Argen et 13 bombes nucléaires souterraines à Heineken. Elle a aussi testé d'autres technologies et armes nucléaires répandant des retombées radioactives à travers l'Algérie, l'Afrique centrale et occidentale, ainsi que la Méditerranée, y compris le sud de l'Europe, et provoquant des contaminations irréversibles. La première bombe atomique atmosphérique a explosé le 13 février 1960 à Argen, à environ 1150 km au sud d'Alger. Immédiatement après, le général de Gaulle, alors président de la 5e République, annonça « Hurrah pour la France, depuis ce matin, elle est plus forte et plus fière. Du fond de son cœur, merci à vous et à ceux qui ont pour elle remporté ce magnifique succès. » La France avait ainsi fait son entrée dans le club exclusif des armes nucléaires, devenant le 4e pays à posséder ces armes de destruction massive. Cette fierté semblait rarement affectée par la destruction de vies humaines, animales et végétales et la contamination de
centaines de milliers de kilomètres de milieux naturels vivants et bâtis, en Algérie et ailleurs. Donc dans ce environnement imaginé, l'armée française était chargée de la création du site nucléaire ainsi que de la conception, de la construction et de la gestion des bases nucléaires, des infrastructures et des camps de tir au Sahara. En 1957, l'armée française a visité les sites du Nevada aux États-Unis. Et aussi, ils croyaient que, en comparant les deux sites, ils croyaient que cette plaine de Tenezrouf, où se trouve la ville habitée de Regen, était le site idéal pour les premières bombes nucléaires. Donc, ce site imaginé était considéré comme un site ou une terre de soif et de peur. Peu de temps après cette décision, des missions de reconnaissance militaire et des recherches d'eau ont été menées à Tenezrouf pour délimiter la zone à employer pour la préparation et la détonation de ces armes et de ces armes de destruction massive. Mais quand on le voit clairement, ce territoire est bien habité. Il y a des habitants d'Orgen, mais aussi les habitants, les Touaregs qui habitent dans ces sites-là. Donc la population nomade, la population sédentaire, la population aussi semi-nomade. Dans son livre L'aventure atomique française, comment on acquit la force de frappe, souvenirs et réflexions. Donc ce même général Charles Ayret, qui était le directeur de ce programme, il avait soutenu que l'organisation d'un champ de tir assez lointain, où devaient être déployés des moyens techniques considérables, allait poser des problèmes très importants de construction, de logistique et de sûreté. Donc même si les officiers militaires français qui étaient au Sahara ont conseillé aux responsables de l'armée parisienne chargée de l'exécution du programme de reporter cette reconnaissance à après l'été, les opérations ont été menées en 1957. Donc c'est en plein bataille d'Alger. On va essayer de comprendre un peu comment ces environnements, ou quel genre de centre a été construit pour ces bombes, on va dire, nucléaires. Donc, parmi aussi les différents facteurs à l'origine de ces problèmes, il y avait un calendrier très court de construction des infrastructures et des bases, l'absence d'eau et d'électricité, l'absence de système de transport des biens et des personnes, et des températures estivales élevées atteignant 50 degrés pendant la journée. Et les officiers militaires chargés de la réalisation des projets de construction devaient coordonner les activités des unités du génie, du département, des infrastructures aériennes, de l'administration, de l'équipement, de la santé et de la communication, ainsi que d'organiser des transports aériens, terrestres et maritimes. Là, on voit les deux sites, donc le CESEM Argen à gauche, où les bombes atomiques atmosphériques ont explosé, et à droite, le CEMO à Einke, où les bombes atomiques souterraines ont été détonnées. En juillet 1954, alors que la bataille d'Alger se déroulait, l'Assemblée générale française et le Conseil de la République française adoptent une loi autorisant l'utilisation de 200 milliards de francs
pour le développement de l'énergie atomique entre 1954 et 1961. 3 mois plus tard, des chantiers secrets ont été lancés dans le Sahara. Donc, juste pour respecter le temps, et comme vous êtes en train de le remarquer, je suis pas très à l'aise en français, donc mais en anglais c'est beaucoup mieux. Je vous promets, je vais me concentrer juste sur le site de Again. C'est là où les premières bombes ont été explosées, donc entre 1960 et 1961. Et là, je vais essayer vraiment de citer aussi des nombres, des chiffres, juste pour vous donner une idée sur l'échelle de ces constructions-là. Et aussi pour vous dire que c'est vraiment possible de essayer de trouver des informations, même si les archives ne sont fermées au public. Donc, l'armée a délimité une zone d'environ 100 000 kilomètres carrés pour la préparation et l'exécution de ces premières bombes nucléaires. Cet immense territoire comprenait 4 zones géographiques, donc une ville saharienne existante, connue sous le nom de Genville, située à proximité d'une oasis, une nouvelle base vie qui s'appelle Again Plateau, pour environ 10 000 personnels civils et militaires avec des laboratoires souterrains et des ateliers, une nouvelle base militaire avancée connue sous le nom de Hamoudia, et aussi une nouvelle zone des points zéro où les bombes devaient exploser. Toutes ces zones étaient reliées par des routes goudronnées. Alors que Gen Plateau était situé à environ 12 km à l'est de Genville, le champ de tir était situé à environ 15 km au sud de la base de Hamoudia et à 50 km au sud-ouest de Gen. Les bureaux du commandement étaient situés à Gen Plateau. Cette base abritait les moyens d'action non avancés, notamment les troupes, un aérodrome, des laboratoires, des ateliers, du matériel, des munitions et un dépôt de carburant. Il comprenait des logements, des locaux techniques, un hôpital, des installations sportives, une piscine, des châteaux d'eau et un aérodrome avec une piste de 2400 mètres. Le personnel vivait et prenait ses repas à Gen Plateau. Un service de transport était mis en place pour leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail. Au printemps de 1960, la plupart des constructions prévues pour le CESEN sont achevées, comprenant 82 000 mètres carrés de bâtiments, 7 000 mètres carrés d'ouvrages souterrains, 100 kilomètres de routes, une production d'eau et de 1200 mètres cubes par jour, 4400 kV de puissance dans 3 centrales électriques, plus de 200 km de câbles et de tuyaux souterrains et 7000 mètres cubes de béton armé dans la zone des points zéro. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chantier énorme. Un rapport classifié intitulé Tome 1, la jeunesse de l'organisation des expérimentations au Sahara, qui a été plus partiellement publié et commenté sur le quotidien français Le Parisien en 2010. Et il est désormais disponible aussi grâce au travail de l'Observatoire des armements qui se trouve à Lyon, soutient que ce chantier d'Orgen, je cite, permet à la direction des travaux spéciaux de génie de mettre au point et d'expérimenter 2 procédés de construction adaptés au climat du pays. Les pavillons dits sahariens à simple rez-de-chaussée et des immeubles métalliques préfabriqués à 3 étages. Ces 2 types de construction qui dérivent en fait du même principe, à savoir l'utilisation de murs creux à circulation d'air ont l'origine était étudiée en fonction de leur climatisation. On croyait également que ces bâtiments métalliques à 3 étages offraient une meilleure ventilation naturelle des pièces et protégeaient les occupants des étages supérieurs de l'essence, enfin du sable et de la poussière
presque constamment transportés dans la région saharienne par le vent. En plus, cette disposition spatiale devait augmenter la densité des bâtiments, diminuer l'effet de réflexion et de la chaleur par le sol et réduire le coût des routes et des systèmes de climatisation. De nombreux anciens combattants et anciens travailleurs ont affirmé que ce système n'était pas en mesure de protéger les agents de la température élevée du Sahara. Les laboratoires et les ateliers étaient situés dans des galeries creusées, dans une falaise de la partie de l'Egen Plateau, selon le lauréat du Nuclear Free Future Award de 2010, donc Bruno Barillo. C'était ici que les engins atomiques arrivaient de France en pièces détachées et étaient contrôlés et assemblés, et que les premières analyses de produits radioactifs devaient être effectuées après les explosions. D'autres installations ont été conçues et construites dans un très grand blockhouse que vous voyez sur cette photo, qui s'appelle Blockhouse Alpha, qui a été construit en béton armé. Ce bunker allongé émergeait à peine de terre et était équipé d'instruments de mesure et de nombreux hublots derrière lesquels étaient placées des caméras. Après environ 2 ans et demi de conception et de construction de cette immense infrastructure, plusieurs bâtiments, la première bombe a explosé en février 1960, baptisée Gerboise bleue, d'après un petit rongeur du désert. Cette bombe avait une capacité d'explosion de environ 60 à 70 kilotons. C'était environ 4 fois la force de Little Boy, la bombe atomique larguée par les États-Unis sur Hiroshima en 1945. Gerboise bleue est suivie de 3 autres bombes, gerboise blanche, gerboise rouge, gerboise verte. Je vous laisse imaginer le sens des couleurs. Gerboise bleue a explosé à partir d'une tour métallique d'une hauteur d'environ 100 mètres située dans les zones 0 à Hamoudia. Cette tour a été entourée d'une clôture métallique et gardée par l'armée et contenait un ascenseur qui permettait à la bombe d'atteindre le sommet. Un dispositif autoguidé a réalisé l'assemblage final du dispositif atomique. Les officiers ont pu, dans un poste de commande, les officiers ont pu observer les dernières manœuvres automatiques grâce à des caméras. La tour de tir a été complètement détruite par le souffle après l'explosion de la bombe nucléaire. Donc cette image vraiment nous permet de passer à cette dernière partie qui sont les environnements détruits. Et j'espère que cette relation entre les environnements imaginés et les environnements construits commence à se faire. Je vois des têtes qui disent oui, merci beaucoup. Très bien. Donc on essaie de atterrir, on va dire, avec les environnements détruits. Donc dans cette peut-être avant de commencer cette troisième partie, quand on pense aux environnements détruits, on pense toujours aux guerres. Hein. Et c'est vrai que les guerres sont, on va dire, les zones de guerre, c'est là où la destruction se passe. Et j'ai parlé avec un de vos collègues vous avez un cours qui est sur herbicide et on a aussi ecocide.
Donc, par exemple, dans cet ouvrage que Océane a cité, War Zones, les zones de guerre, la destruction est très claire. Hein. Là, on a des historiens de l'architecture, des historiens, on a aussi des urbanistes, par exemple Ismaël Cheikh Hassan qui parle de la reconstruction de Nahr al-Bared. On a aussi Léopold Lambert qui parle de l'état d'urgence. Sylvia Berger qui essaye de comprendre l'histoire du bunker en Suisse, par exemple, où encore aujourd'hui, quand on construit des nouveaux bâtiments, on doit construire des bunkers, je pense, on dit en français, au cas où. Hein, c'est vraiment tout ça, c'est l'héritage de la guerre froide, enfin de la Deuxième Guerre mondiale et de la guerre froide. Donc ça continue. Dans l'introduction, j'ai essayé de lier cette pratique de la contre-révolution, donc la contre-insurrection, aussi aux pratiques des guerres coloniales. Donc là, vraiment, dans les zones de guerre, c'est clair qu'est-ce qui est un environnement détruit. Mais j'aimerais maintenant essayer de lier les deux premières parties, les environnements imaginés, les environnements construits, et je vous invite à voyager dans le temps. Donc là, on n'est plus dans les années 60, on est dans le 21e siècle, 2007, entre 2007 et 2012. Donc toutes ces photographies sont des photographies très récentes du Sahara. Donc là, ce que j'essaie je voudrais vraiment réfléchir sur certains aspects de la survie, on va dire, de ces bâtiments qui ont servi à ce programme d'armement nucléaire et les effets aussi de la bombe sur l'environnement, sur le peuple du Sahara. Cette survie et ces effets font partie de ce qu'on pourrait appeler un patrimoine radioactif. Il y a plusieurs ramifications de ce patrimoine, mais je vais partager avec vous que quelques aspects. C'est vraiment un aspect de l'architecture et de l'atmosphère. Donc, en 1962, l'Algérie a obtenu son indépendance après 132 ans de domination coloniale. Les accords d'Évian qui ont été signés ont permis à l'armée française d'utiliser plusieurs bases militaires, dont aussi celle de Regen, que je viens de décrire, hein, donc jusqu'à 1966. Cette base devait être utilisée jusqu'à 1966, mais elle a été, on va dire, abandonnée en 1967, donc 5 ans après l'indépendance de l'Algérie. Il était également prévu qu'elle soit démantelée. Les restes et les traces nucléaires devaient être nettoyés, mais comme le montre cette photographie, toutes les infrastructures exposées ces bombes nucléaires, donc ce sont des bâtiments contaminés, n'ont pas été démantelés ou détruits ou démolis. Donc certains d'entre eux sont restés comme ce bunker qui s'appelle Sphinx, ou cette entrée principale du laboratoire souterrain que vous avez vu avant dans une des vidéos. Ces environnements construits souterrains étaient censés être murés avec du béton et rendus complètement inaccessibles. Étant donné que les archives sont classées et que le gouvernement français n'a pas encore informé son homologue algérien de ce que contiennent ces laboratoires, ils devraient être complètement inaccessibles. Mais comme on peut le voir, ce n'est pas le cas. Le journaliste et cinéaste Larbi Ben Chiha et son équipe ont pu pénétrer dans les tunnels et filmer une partie. Lorsque j'ai interviewé Larbi, il a indiqué que lui et son équipe ont rencontré plusieurs habitants du désert, d'Algérie et du Niger et aussi du Mali, et ces individus sont entrés dans ces bâtiments et ont retiré
des métaux apparemment radioactifs, notamment du cuivre. Donc, ce cuivre ce cuivre contaminé a été vendu, et ce métal radioactif a été fondu et réutilisé pour fabriquer des objets de tous les jours destinés à être vendus dans le Sahara. D'autres bâtiments ont été donnés à l'armée algérienne, comme ces bâtiments dits bâtiments sahariens que j'ai cités tout à l'heure. Ces bâtiments sont situés à 50 km de la zone des points zéro où les 4 bombes nucléaires atmosphériques ont explosé. Les scientifiques affirment que le nuage et les retombées nucléaires ont contaminé les matériaux de construction de ces bâtiments. Les bâtiments qui n'ont pas été démantelés, ni démolis, ni donnés ressemblent à cette caserne abandonnée. Ou comme cet environnement bâti, ni détruit, ni démantelé. Ce patrimoine radioactif interroge la spatialité et la temporalité du colonialisme. Mais c'est aussi une archive à ciel ouvert de la toxicité coloniale. Ce patrimoine radioactif ne cesse de contaminer la santé des Sahariens, de la population saharienne en Algérie, au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Sahara occidental, au Maroc et, comme nous le verrons dans quelques minutes, en Méditerranée et en Europe. En plus des ruines radioactives que le gouvernement ou l'armée française ont abandonnées dans le Sahara, il y a aussi des, on va dire, cadavres ou des déchets qui ont été abandonnés et qui occupent aujourd'hui le Sahara. Je vais juste poser une question, Océane, au niveau du temps. Parce qu'on a commencé... Non, dans le sens... idéalement, ce serait bien de s'arrêter. Très bien. Très bien, 5 minutes. Comme ça, je fais une jump. Très bien. Donc, on voit ici ces matériaux abandonnés. Peut-être pour essayer de conclure, mais peut-être avant, j'aimerais juste partager avec vous cet autre document. Donc, ce sont des extraits d'un documentaire de 2008. Il s'intitule Vent de sable, le Sahara des essais nucléaires, réalisé par l'Arbi Mouchiha. Donc, ces images-là capturent et décrivent les traces irréversibles, les marques permanentes et omniprésentes de cette toxicité coloniale dans le Sahara. Ces documents sont une cartographie visuelle du, on va dire, modernisme toxique dans le désert. Ils témoignent de la contamination de l'environnement ainsi que la persistance du colonialisme et sa présence dans les corps, l'air et l'environnement des peuples du Sahara. Comme l'affirme Achille Mbembe dans son essai Le pouvoir des archives et ses limites, je cite, consulter des archives, c'est s'intéresser à ce que la vie a laissé, s'intéresser à la dette. Cependant, il faut aussi se préoccuper des débris. Il continue, l'archive ne pouvait pas avoir de relation avec la mort sans inclure l'autre vestige de la mort, le spectre. Donc je vais terminer par une note sur le spectre. En février 2021, les médias sociaux et les journaux européens ont publié des photographies de ce spectre. Des personnes, des journalistes en Europe étaient
tellement enthousiaste par, je cite, le beau ciel ocre, jaune de l'Europe, ou la belle lumière douce et laiteuse. Croyez-moi, il n'y a aucun filtre dans cette image. Cette belle couleur a été causée par des particules de sable du Sahara. La poussière et le sable saharien couvraient des parties du sud et du centre de l'Europe. Selon les services météorologiques, les conditions de vent dans les régions sahariennes de l'Algérie, du Mali et de la Mauritanie ont poussé le sable de 2 à 5 kilomètres dans le ciel avant qu'il ne soit soufflé vers l'Europe par le vent du sud. Comme l'indique cet article de journal, je cite, la poussière du désert du Sahara soufflée vers le nord par des vents violents vers la France n'a pas seulement apporté une lumière et des couchers de soleil époustouflants. Il transportait également des niveaux abnormaux de rayonnement, donc de radioactivité. Donc ces niveaux-là de radiation proviennent, bien entendu, on l'a tous compris, des bombes nucléaires françaises au Sahara. Donc les spectres de la toxicité coloniale hantent désormais les peuples de toute l'Europe. Donc cette recherche vise vraiment à croiser l'architecture, la colonisation, donc la spatialité, la temporalité, mais aussi une justice peut-être environnementale. Elle interroge non seulement les espaces de la contamination, mais aussi leur temporalité. Merci pour votre attention. Merci Samia beaucoup pour votre intervention. Alors, je vais essayer de revenir sur certains points que vous avez soulevés qui me semblent importants de relever, notamment le fait d'étudier le temps long. Vous l'avez montré par plusieurs documents aujourd'hui, et notamment des cartographies à l'échelle mondiale qui replaçaient la question du colonialisme, donc à l'échelle planétaire depuis des siècles et des siècles, pour aussi comprendre l'histoire architecturale et la mettre en perspective dans les relations de construction et de destruction des environnements bâtis et des environnements aussi non bâtis, on l'a vu. Je voulais aussi souligner la manière dont vous aviez présenté l'impact de la guerre froide dans vos recherches, aussi articulé à la question des ressources dans une perspective de continuité du colonialisme et des conflits impactant aujourd'hui notre actualité et nos territoires, et notamment nos ressources, puisque vous suggérez aussi cette question à travers l'exemple du Sahara, et on le sait avec l'uranium notamment, mais aussi avec la question de l'eau. Enfin voilà, c'est toutes ces questions qui nous semblent extrêmement importantes, de cette relation entre ressources, conflits et territoires, et aussi évidemment de la destruction des écosystèmes et de la pollution à échelle extrêmement large, puisque vous parlez de toxicité coloniale. Je crois aussi qu'il est intéressant de rappeler la persistance de certains acteurs. Alors, je vais y revenir dans une question un peu plus tard, mais il me semble aussi que c'est important de rappeler, c'est ce que vous montrez dans votre ouvrage Architecture de la contre-révolution, comment à travers des biographies d'auteurs, il y a des persistances en fait qui se font dans le temps autour de l'idée de colonialisme au sens très large du terme, et aussi de toxicité et de soumission, on peut dire, puisque le jeu des acteurs se déplace d'une case à l'autre, là dans votre ouvrage, entre la France et l'Algérie, et entre les institutions. Alors, je crois que pour prolonger le lien que vous avez fait, il me semble, entre à la fois votre nouvelle recherche et votre ouvrage, donc Architecture
la contre-révolution. Moi, j'y vois une sorte de tremplin, en fait, avec à travers le 10e chapitre que vous avez intitulé Les jeux sont faits, si je ne me trompe, où vous commencez à aborder la question du nucléaire et du Sahara. Donc, j'y vois comme dans une forme de continuité de votre recherche depuis la thèse, la publication, les expositions aussi. Donc, c'est aussi une manière méthodologique de traduire vos recherches jusqu'à aujourd'hui, la nouvelle exploration de votre travail. Et ce que j'aimerais vous poser comme première question qui impacte aussi la relation aux images que vous nous avez montré beaucoup d'images aujourd'hui, c'est le rôle des archives, notamment, bon, évidemment sur la guerre d'Algérie, mais aussi bien sur la question du nucléaire dans le Sahara, puisque ces archives constituent, on va dire, votre corpus et une des sources principales de votre travail. Or, souvent, elles sont non accessibles ou non déclassifiées. C'est le cas, vous le rappelez, dans votre méthodologie, où elles sont ouvertes en partie en 1992, soit 30 ans après le cessez-le-feu de 1962, et pour certaines encore confidentielles. Donc, ma première question, ça serait comment on travaille un sujet aussi difficile, qui est aussi construit par une forme d'autocensure des institutions et une certaine méfiance de celles-ci par rapport à votre travail, avec des sources qui sont en partie non accessibles et donc manquantes. Et dans un deuxième temps, une deuxième question qui me semble aussi intéressante, vous l'avez montré avec la déclassification, classification d'archives. Donc là, il me semble que, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais il me semble que dans votre ouvrage, vous précisez qu'en 2022, il va y avoir une déclassification des archives auxquelles vous n'avez pas eu accès dans le cadre de votre première recherche. Est-ce que cette déclassification a été faite et est-ce qu'elle impacte votre travail? Est-ce qu'il va y avoir une augmentation, par exemple, de cette recherche qui pourrait rebondir sur celle sur le Sahara? Ou comment vous vous saisissez, du moins, de cette opportunité ou cette possibilité d'une déclassification des archives, puisque c'est un matériel, finalement, de première main que vous pouvez avoir et qui peut orienter ou réorienter ou ouvrir de nouvelles perspectives à votre travail? Merci beaucoup pour ces questions et merci aussi pour avoir fait les liens. Je pense que ce sont des liens très justes et comment on dit, importants. Absolument. Je pense que peut-être je vais commencer par l'ouverture des archives de 2022 qui n'ont pas eu lieu. Et je ne pense pas qu'ils vont avoir lieu. Enfin, je ne sais pas encore, mais je pense que malheureusement, on est retourné en arrière. Vu qu'en 2020, les archives qui étaient déjà déclassifiées depuis un moment sont devenues non accessibles au public. Donc, vraiment, il y a un recul, même si, on va dire, ce gouvernement essaye de parler de façon, on va dire, peut-être plus ouverte que d'autres gouvernements sur cette question coloniale, de la mémoire, de l'histoire, etc. Il y a on va dire des comités, il y a, enfin c'est une médiatisation de discussion sur ces thèmes-là, mais je pense au niveau vraiment de recherche historique, on est retourné en arrière. Cela ne veut pas dire que on ne peut pas ou il ne faut pas faire ce travail. Moi, ce que j'essaie de insister ou de dire ou de faire, c'est même si ces documents ne sont pas accessibles, comment on peut essayer de travailler sur ces thèmes-là qui sont des thèmes que l'institution pas défend, mais on va dire que pour moi, ce n'est pas une raison si l'institution ne laisse. Je ne sais pas comment le dire en français. Hein. Je veux dire, si vu que l'institution dénie, voilà, le droit, pas dénie, mais empêche l'accès aux archives, donc à l'histoire et à la mémoire, qui est un droit en France.
peut-être c'est là où il faut travailler, c'est là où il faut insister, c'est là où il faut essayer de trouver d'autres méthodologies de recherche. Quand on parle d'architecture, on parle aussi de bâtiments, encore une fois construits ou détruits, mais ils existent sur le territoire. Donc en allant sur place, en photographiant, en essayant de créer nous-mêmes ces sources-là, vu qu'on a la possibilité en tant qu'architecte ou historien de l'architecture de créer des cartes, de photographier, on va dire, créer presque l'évidence visuelle de ces environnements, je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Oui, j'imagine que ce sont aussi des questions qui pourront, sur lesquelles pourront rebondir le public et ramener voilà, des interrogations, notamment au sujet de master. Moi, je me cadre aussi un peu dans la question des séminaires de recherche ou dans les doctorats en cours, où je sais que votre travail peut impacter aussi beaucoup la recherche en école architecture. Alors, j'aurais aussi une deuxième question aussi sur la question de la méthodologie, et notamment sur votre rapport au rôle de l'image. C'est une des premières. Vous êtes arrêté dans votre conférence sur une des premières images très fortes sur justement le droit de photographier, la prise de risque de photographier un site interdit, etc. Dans votre ouvrage aussi, vous citez beaucoup l'image de propagande, qu'elle soit du film ou de la photographie en tant que telle. Vous vous en servez aussi pour déconstruire en fait les récits et analyser en fait les formes architecturales, les implantations, le terrain. Vous travaillez aussi beaucoup avec les services historiques des armées de terre et de l'air à Vincennes. Donc vous vous heurtez aussi à l'absence de représentation et à l'absence de traces de destruction, parce que souvent c'est une propagande de construction qui va être représentée, mais pas une réalité de destruction. Alors, j'aimerais vous poser peut-être deux questions là encore. C'est quel est votre rapport à l'image en tant que document et comment les analyser aussi à la lumière des documents d'archives, ces photos, et à l'absence de certaines archives, c'est-à-dire comment vous arrivez à reconstituer un récit ou voilà une forme de recherche à partir d'informations qui vous sont données souvent parcellaires. Merci beaucoup pour cette question. Je vais essayer de répondre à cette question par, on va dire, des cas bien spécifiques, parce que je n'aimerais pas parler de l'image en général, vu que dans un contexte colonial, dans un contexte militaire, même dans un contexte historique, il faut toujours se poser la question qui a produit cette image et pourquoi cette image, pour quel but cette image a été produite. Donc peut-être je vais vous donner, si c'est trop long, vous me dites, 3 exemples. Si c'est trop long, vous me coupez. Ok, donc la première, peut-être c'est en relation avec l'exposition Discrete Violence, violence discrète, là aussi en français, je ne sais pas si c'est juste. Donc Discrete Violence, Architecture in the French War in Algeria, donc c'est violence discrète, mais on va dire pourquoi ce titre-là, c'est justement par rapport aux images. Pratiquement la majorité de ces images ont été produites par le SCA, le service cinématographique des armées, qui est un service aujourd'hui s'appelle les ECPAD, les établissements de communication et de production audiovisuelle de la défense. Ces images-là ont été, on va dire, produites pour être circulées dans les médias, mais aussi ce sont des images extrêmement encadrées, extrêmement orchestrées, on peut pas dire orchestrated. Donc ça veut dire que même si on était en pleine guerre, on ne voit pratiquement jamais d'armes dans ces photographies. Donc c'était vraiment extrêmement honest, extrêmement. Enfin, il y a des absences, comme vous le dites, dans ces archives-là. Donc toute la question était comment montrer ces archives, donc comment montrer ces images de propagande sans reproduire la propagande.
Donc il fallait absolument juxtaposer ces images par d'autres images et par d'autres documents qui contradisaient complètement ces images-là. Donc par exemple, j'ai pu avoir des images on va dire filmmaker, d'une personne qui filmait dans les années 60 tout ce qui a été créé, tout le stage, tout ce qui a été créé, on va dire, toutes ces vidéos qui étaient produites. Donc cette personne le filmait, donc on montrait, on va dire, the making of, non, on montrait comment ces images étaient produites, et ça veut dire que dans ces images-là, qui ne sont pas de la SCA, mais qui sont plus de la documentation de ce filmmaker, on voyait les armes, par exemple. On voyait que même eux-mêmes, ceux qui prenaient les images avaient toujours une arme par prudence. On était en pleine guerre. Donc là, vraiment, cette juxtaposition, pas contraste, mais de les mettre ensemble, de créer, de laisser cette contradiction en dialogue, on va dire, faisait réfléchir les visiteurs et poser des questions. Il y avait aussi des documents d'archives qui racontaient un peu toutes les politiques qui étaient mises en place à l'époque. Donc, on lisait, on comprenait pourquoi ces personnes étaient là, pourquoi. Donc, il y avait pratiquement des clés de lecture de ces images de propagande. Dont, on va dire, dans cette exposition que j'ai citée brièvement, Archives, secret défense avec point d'interrogation, là, c'était vraiment un acte de désobéissance. Le mien, hein. C'est-à-dire que quand je travaillais sur ces archives-là, ils étaient ouverts au public, donc j'ai pris plein de photographies. Ces photographies, je les ai. C'est une zone très grise, hein. On ne sait pas si ces photographies qu'on avait photographiées avant 2020 sont légales ou illégales. Je ne sais pas, sincèrement. Je pense peut-être en France c'est illégal, mais peut-être dans un autre pays c'est légal. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, le fait de les montrer et le fait de leur donner un contexte et le fait de les mettre juste à côté du site internet de l'Association des archives nationales où on racontait toute cette polémique autour de la déclassification de ces archives. On montrait aussi toutes les protestations, toutes les lettres qui ont été envoyées au gouvernement, tous les réponses, tous les articles qui ont été écrits. Donc, encore une fois, il y a un contexte très, on va dire, présent, très réel de ces photographies-là. Peut-être un troisième exemple, ça, il n'a pas encore été montré, mais c'est c'est l'exposition qui va être inaugurée le 7 octobre à Framer Framed, Performing Colonial Toxicity, donc faire la toxicité coloniale. Donc c'est cette toxicité-là qui va essayer d'envahir les corps des visiteurs. Là, toute sorte de document devient vraiment, vraiment clé. Donc, il y a le contexte, il y a la photographie. Et là, on va dire, c'est une overwhelming, comment on peut dire, c'est une boulimie d'évidence. Donc, même le fait de l'absence devient illustré. Et là, j'ai produit aussi beaucoup de documents qui vont être montrés. Donc vraiment, ça dépend de où travailler, quel est le thème, quel est le but et comment on voudrait reconstituer un récit ou peut-être même plusieurs versions de ce même récit.
Une troisième question que je voulais vous poser, qui va encore à nouveau faire le lien entre votre ouvrage et cette conférence que vous avez fait. J'en parlais au début, c'est la relation au réseau et la relation des acteurs. Donc dans votre ouvrage, vous faites beaucoup de parallélismes entre les acteurs de la résistance et les acteurs de la collaboration vigiste, et comment on retrouve ces acteurs aux manettes, aussi bien en France qu'en Algérie, sur la question coloniale. Vous parlez évidemment beaucoup de la figure de Maurice Papon, mais aujourd'hui, je pense que je voudrais peut-être vous interroger plus sur Paul Delouvrier. Paul Delouvrier, qu'on a l'habitude en école d'architecture de connaître autour de la création des villes nouvelles, du schéma directeur de l'aménagement et l'urbanisme de la région parisienne, donc que vous rappelez, qui est en fait produit aussi de la planification au sens large du terme en Algérie avant de revenir en France, et puis qui, bien qu'il ait plus de 70 ans, si on se passe dans un contexte de la retraite, sera président d'EDF et sera porté par une politique d'accélération du nucléaire en France dans les années 70-80, si je ne me trompe. Donc, on retrouve comme ça une sorte de continuité par rapport à cette personne aux fonctionnaires, donc qui se déplace de territoires coloniaux en territoires coloniaux d'une certaine manière. Alors, est-ce que Paul Delouvrier revient en fait dans votre recherche autour du Sahara? Est-ce qu'il a une place prépondérante, alors qu'en parallèle il est aussi impacté par le projet du parc de la Villette de Tchoumi. Enfin, donc il y a une sorte d'hybridité, si on peut dire, entre les fonctions du grand projet d'aménagement à Paris, du grand projet de la région, et puis en même temps de la question coloniale, de la question des ressources, de la question du nucléaire en France à travers par les expérimentations qui se perpétuent aussi depuis les années 50 en Algérie. Peut-être ce dernier livre, Toxicité coloniale, en fait, je priorise, on peut dire priorise les images. Ce n'est vraiment pas un texte, un livre de texte. Le texte, en fait, il contextualise ces images. Je fais cela parce que les images sont interdites. Et donc, pour le premier pas à faire, c'est d'essayer de reconstituer, ou de, comment on dit, collecter, non? D'essayer de rassembler, merci infiniment, de rassembler tout ce qui est possible, donc documents, écrits, visuels, des prises d'écran même, de vidéos, des photos de photographes, des prises d'écran aussi, de documentaires. Donc l'idée, c'est d'abord de constituer presque un livre d'archives, de documents visuels, pour dire, voilà, s'il y a une évidence. Evidence, c'est pas l'évidence, mais il y a des preuves, voilà. Il y a on peut dire, voilà, on voit ça, il y a ça. On arrive à reconstituer spatialement les espaces de cette production de la radioactivité. Donc vraiment, c'est un livre qui parle au premier absolument, mais qui ne peut pas, on n'essaye pas d'écrire l'histoire de ces sites, mais il essaie de les visualiser ou de créer un support pour d'autres chercheurs, mais même pour moi-même, de continuer le travail, parce que c'était pratiquement des fragments. Ce sont encore des fragments, il y a des fragments un peu partout, et le fait de les rassembler, de les mettre sous un seul support, qui va essayer de apporter cette possibilité de l'écriture.
Je ne fais pas on va dire, d'écriture, par exemple, de la bibliographie comme je l'ai faite dans l'architecture de la contre-révolution, qui était aussi extrêmement... Il fallait vraiment faire tout le digging, hein, mais c'était possible. Mais dans ce livre-là, j'essaie juste de dire, voici quelques faits. Comment les mettre ensemble, c'est peut-être un autre projet qui va peut-être surgir ou venir après peut-être ce premier livre. Donc le sous-titre c'est documenting. C'est ce que ce livre va faire, c'est la documentation. Mais pour revenir à Paul Delouvrier, je pense que vous avez très très bien fait son parcours. Hein. Il y a plusieurs personnages, on va dire, dans l'histoire de la reconstruction de la France, dans l'histoire coloniale au Maroc, en Algérie, et encore dans l'histoire de la, on va dire, démocratie entre guillemets. Donc ils reviennent et ils prennent des rôles très intéressants, mais aussi très controversés, on va dire. Donc, je pense que celle ou ceux qui va continuer à faire le travail, Paul Delouvrier devrait être vraiment une figure clé, absolument. Je vous remercie beaucoup pour ces questions. Je vais passer la parole à la salle et juste dire un mot de conclusion. Donc, je retiens la possibilité de l'écriture à travers le document. Je crois que c'est intéressant pour les étudiants qui des fois se demandent comment démarrer un travail de recherche. Eh bien, le document est la source numéro 1 sur laquelle on peut partir pour développer sa pensée et sa recherche. Je vous remercie. Merci infiniment à vous. Peut-être juste pour rajouter à ce que vous avez dit, même parce que nous avons des étudiants dans la SAS, même l'absence du document. Exactement. Donc le document et son absence. Absolument, exactement. Merci. Merci beaucoup, Samia. Je voulais juste savoir à quel point votre recherche est actuellement engagée dans une discussion vis-à-vis des réparations. Oui. Je dis oui parce que je l'ai écrit. Je suis maintenant en train de vraiment finir. Hein. À la fin du mois, le texte est submitted, soumis. Hein. J'ai écrit une phrase que ce livre ne fait surtout pas partie d'une tentative de réparation. Parce que je dis oui pour le fait que la réparation dans ce même cas, ici, hein, pas en général, je ne veux pas partir en général, je ne veux pas parler en général, mais je veux vraiment retourner à une ça s'est bloqué, donc je peux même pas aller, voilà, voilà. Donc là, il y a une loi, en fait. Pour moi, ça c'est vraiment une question de loi, et je vais vous la lire. Cette loi dit que, si on arrive à la mettre, c'est pas encore là. La loi dit que, ça c'est en 1995, hein, donc tous les États nucléaires sont responsables du nettoyage des sites contaminés. Donc c'est une résolution de la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique de septembre 1995 qui dit que, je cite, ces États nucléaires sont appelés à s'acquitter de leurs responsabilités pour assurer que les sites où les essais nucléaires ont été effectués sont scrupuleusement surveillés et à prendre les mesures appropriées pour éviter les effets néfastes sur la santé, la sécurité et l'environnement à la suite de tels essais nucléaires. Ce livre-là pose la question, mais s'il y a une loi, pourquoi cette loi n'est pas appliquée? Donc c'est un call, c'est un appel à dire, voilà
il y a des documents qui montrent, mais je pense que ces autorités, même l'agence internationale de l'énergie atomique a fait est partie, elle a été invitée pour une mission. Donc elle le sait. Mais ça c'est vraiment un appel à dire tout le monde est en train de souffrir par rapport à ça. Donc c'est vraiment le moment, si ce n'est pas trop tard, de faire le travail. Vous n'êtes pas satisfait pour la réponse? Non, c'est juste, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est juste pour savoir un peu plus sur la mobilisation sur place, enfin, des communautés qui sont touchées. Oui. Alors, localement, on va dire, il y a des associations, ça fait, on va dire, depuis plein d'années, physiquement, on voit que cette radioactivité a eu des effets vraiment irréversibles sur la santé des populations là-bas, sur les enfants, les générations. En fait, on transmet tous ces cancers à ces personnes-là. En France aussi, il y a une association, il y a aussi une organisation qui s'appelle l'Observatoire des armements, qui est à Paris. Enfin, il y a une mobilisation, mais l'action, on va dire, et la volonté politique par le gouvernement algérien et le gouvernement français doit être plus active, ou doit être, on va dire, active. Et peut-être une deuxième question. Depuis que vous êtes à Cornell, est-ce que vous vous inscrivez un peu plus dans l'approche, le discours américain sur environmental racism, qui n'a pas le même, la même tournure qu'en France et par rapport les enjeux coloniaux, même s'il y a des liens forts. Je pense au travail de forensic dans la Louisiane, aussi ce qui est passé dans le Flint, Michigan avec les contaminations des eaux. Enfin, il y a plein de cas récents comme ça. Est-ce que vous avez, depuis que vous êtes à Cornell, commencé à travailler dans ce sens-là? On va dire, pour l'enseignement, on doit tout enseigner. Donc oui, mais pour mon travail à moi, je le fais vraiment. Ce livre, et aussi cette exposition, c'est un rassemblement de faits, de documents. Il y a très peu de théorie. C'est plus on va dire, pas une action, mais un travail de base, on va dire. Mais je ne m'inscris pas. J'essaie, on va dire, de citer, montrer, exposer les sites d'une façon, on va dire, géographique, mais sans essayer de les penser. Parce que c'est pour ça que les images sont extrêmement font le travail d'exposition, on va dire. On va dire les images, pas que j'ai montrées maintenant, mais les images qui vont être incluses dans Colonial Toxicity font ce travail-là, et ils sont structurés, organisés, on va dire, par thème. Donc on voit vraiment tout ce développement de cette production. Donc la production historique dans les années 60 et leur vie. Donc comment la continuité a eu lieu, on va dire. Vous avez dit tout à l'heure que justement dans cette exposition à venir, et ce que vous venez de dire, vous alliez laisser parler les images, mais au détour d'une phrase, tout à l'heure vous avez dit que vous alliez aussi ajouter, je ne sais plus comment vous l'avez dit, mais produire vous-même quelques documents. Et j'aimerais savoir si ces documents sont d'ordre uniquement cartographique. En fait, de quel ordre sont les pièces que vous produisez et que vous glissez parmi ces images? Oui. Pratiquement, on va dire, il y a plusieurs niveaux. Donc, les images, pour moi, c'est aussi des films, des vidéos. Donc, exactement. Okay. Donc, il y a beaucoup, je vais pas retourner parce qu'il va se bloquer, mais il y a quelques rapports, on va dire, qui ont été leaked, comment on dit, fuités. La résolution est très 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 faible. Donc on ne voit pas vraiment bien, on le voit un tout petit peu. Donc en me basant sur ces images-là, des cartographies, des cartes, on va dire, des cartes de ces
sites souterrains et sur le terrain. Donc on a redessiné ces endroits-là et on peut aussi les imprimer aussi d'une façon où on voit bien où ces sites se trouvent. Et aussi on a redessiné par exemple la fuite par exemple de nuages radioactifs. On a redessiné plein de images qui ne peuvent pas vraiment être vues. En plus de cela, j'ai pu interviewer des personnes, pour revenir à la question de qui, des associations, des individus qui ont travaillé depuis les années 90 pratiquement sur ces sujets-là, et eux, ils parlent, ils disent quelles étaient les difficultés, comment ils voient la chose. Donc ce sont soit cinéastes, des activistes, ou bien des experts scientifiques. Parce que quand on parle de radioactivité, on ne peut pas, enfin, on pense qu'on sait parce qu'on a entendu parler, mais si un scientifique essaie de le définir pour un public général, je pense que ça aide aussi le public à comprendre, ok, qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la temporalité de cette radioactivité? Combien d'années? Qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Donc vraiment d'essayer de rendre ces récits, ces histoires, ces expériences très accessibles au public. Ce que j'ai produit aussi, ce sont des... comment on peut expliquer ça? C'est pas vraiment produit, mais en prenant des screenshots, des prises d'écran, et en essayant de montrer presque une section, enfin, c'est presque comme si on racontait une histoire à travers des images qui ont été déjà produites, mais la façon dont ces images sont organisées aide le public. Je vais donner un exemple très concret. Il y a eu une bombe souterraine non contenue. On appelle ça un accident nucléaire. Moi, je n'utilise pas ce mot, mais j'essaie de comprendre comment cet accident a eu lieu. Donc, pour raconter cette histoire, il faut trouver comment ces tunnels sous la terre, les tunnels, les firing tunnels, ce sont des tunnels où on explosait ces bombes-là. Donc, il faut faire tout un dessin, on va dire, de comment ces tunnels fonctionnaient et comment cette fuite a eu lieu, parce que c'est vraiment un accident extrêmement grave. C'est plus que Tchernobyl. Et pour montrer cela, vu que on n'a pas accès aux sources, on va dire, aux archives, donc il faut faire tout un travail de reconstitution à travers des photos de l'époque, à travers aussi des photos de reconstruction, on va dire. Moi, j'ai une question sur les déchets nucléaires, puisque en France, il y a eu beaucoup de luttes contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Et je pense à un film notamment qui est sorti cette année qui s'appelle Notre Terre mourra proprement, qui refait toute cette histoire des luttes contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Et en fait, ma question c'est, est-ce qu'il y a déjà eu des cas ou est-ce qu'il y a des projets qu'on pourrait dire coloniaux de délocalisation de nos déchets nucléaires français? Est-ce que, je me pose la question parce que j'en ai jamais entendu parler, mais c'est un peu à côté de votre travail peut-être, excusez-moi, mais est-ce que vous avez cette information sur... voilà. Vous dites délocalisation, ça Oui, veut dire ma... que prendre les déchets nucléaires de la France et les ramener en Algérie? Ou ailleurs, parce qu'on l'a déjà fait dans les océans ou dans d'autres espaces. Et voilà, je voulais savoir juste s'il y avait eu des cas comme ça. Je ne peux pas vraiment vous répondre parce que je peux pas. En fait, les déchets nucléaires, c'est tout un. Parce que vous parlez de déchets nucléaires civils, c'est vraiment très différent de tout ce qui est maintenant bombe nucléaire. C'est assez différent.
j'aimerais pas vous répondre oui, je sais le cas parce que je ne veux pas dire ce que je ne suis pas sûre. Merci à vous. On va conclure, merci beaucoup. Merci. Et il y a un pot en terrasse ou apéré probablement plutôt puisqu'il fait pas très beau. Mais donc voilà, tout le monde est bienvenu. Merci.